Bonjour, aujourd'hui je vous filme la vidéo du diaporama sur l'explication linéaire 4. On a vu trois textes de Montaigne. On passe à la deuxième partie du parcours, qui est donc le parcours Notre monde vient d'en trouver un autre. Et on va travailler sur le discours du vieux Tahitien. Dans le supplément au voyage de Bougainville, on avait vu, si vous vous souvenez, un jeudi, une autre partie de ce supplément au voyage de Bougainville, mais cette fois, il s'agissait d'un dialogue entre Auroux, un autre Tahitien, et l'aumônier. Là, c'est le début de cette œuvre, juste après le dialogue entre deux personnages, A et B. Diderot aime bien des dialogues comme ça entre des personnages. Ça fait partie des procédés des philosophes des Lumières. Et donc, le sous-titre est intéressant puisqu'il s'agit du dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas. Vous voyez, c'est là. Donc, à la suite de Montaigne, le thème du bon sauvage est repris par les philosophes des Lumières, qui voient dans ces sociétés la concrétisation de certaines de leurs valeurs, comme l'égalité sociale. Dans cet ouvrage, Denis Diderot imagine un dialogue entre A et B à propos du récit Deux voyages de Louis-Antoine de Bougainville, récit Voyage autour du monde qui a été écrit en 1771, et le sous-titre est important puisqu'il s'agit de s'interroger sur la morale. On a déjà parlé de ce terme de morale, notamment pour votre dissertation de bac blanc. Et donc, euh, il s'agit de s'interroger sur notamment la sexualité, le fait que les Européens, à travers notamment la religion, dénigrent la sexualité, lui assignent un rôle purement de reproduction à l'intérieur du mariage, et tout le reste serait mal, serait mauvais, il faudrait cacher cette sexualité. Donc n'oublions pas que le XVIIIe siècle, c'est celui du libertinage, et le libertinage a deux aspects. Bien sûr, la liberté sexuelle, la remise en cause de la fidélité, des normes, mais aussi la remise en cause de la religion. Et les deux vont ensemble. Donc on peut voir cela dans ce supplément au voyage de Bougainville. Le fil directeur. Nous verrons comment dans ce passage, l'auteur donne la parole à son personnage, le vieux Tahitien, pour défendre à travers la figure du bon sauvage des idées propres à la philosophie des Lumières. Et vous voyez que ce texte, vous pouvez l'utiliser pour votre dissertation, où on vous demande comment la figure du bon sauvage est utilisée pour critiquer la société occidentale. Ensuite, le mouvement. J'ai essayé de partager, je vous mettrai en pièce jointe le document Word que j'ai donné au STL qui comporte le texte, un extrait plus long. J'ai mis des couleurs et des encarts de résumé pour vous aider à comprendre. Le vieil homme commence donc par mettre sur un pied d'égalité européen et tahitien pour dénoncer l'esclavage. Puis, donc ça c'est en jaune, vous verrez, il rappelle à Bougainville l'accueil qui lui a été fait. Les Tahitiens ont bien accueilli les Européens, ils ne les ont pas tués, leur ont donné à manger, etc. Et puis, il poursuit en rejetant le mode de vie occidental qui encourage des besoins factices. En fait, les Européens sont en quête toujours plus grande de confort, et vous le savez encore plus dans notre société dite de consommation que les besoins sont créés pour mener l'économie et non pas forcément pour répondre à des choses absolument essentielles et nécessaires. Avant de montrer la supériorité du mode de vie tahitien, supériorité qui se traduit par la supériorité physique de ses habitants. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà chez Montaigne. Montaigne admire les Grecs et les Romains pour leur capacité à la guerre et notamment leur force physique. Et il admire aussi ces peuples brésiliens
dans le chapitre des cannibales que nous avons vu, parce que ils considèrent que effectivement ils sont plus en forme physiquement que les Européens. Il y aurait cette idée que la civilisation, le confort finalement amollirait les peuples et les rendrait moins résistants, moins endurants physiquement. Alors, je commence par le début. Première partie, je vous rappelle que l'explication linéaire suit l'ordre du texte et explique passage par passage le texte. Pour répondre à une problématique, donc on a vu utiliser la figure du bon sauvage pour critiquer la société occidentale. Donc tout d'abord, critique de l'esclavage. Tu n'es pas esclave, c'est le Tahitien qui parle à Bougainville. Tu souffrirais plutôt la mort que de l'être. Je rappelle, souffrirait, c'est supporter. Et tu veux nous asservir? Tu crois donc que l'autre haïtien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, l'autre haïtien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi? Donc vous remarquez la tonalité très polémique, hein. On a une sorte de harangue avec une adresse à la deuxième personne. Tu, une ponctuation expressive, des questions oratoires. J'aurais dû mettre le texte avant, je vais essayer de revenir. Donc, tu n'es pas esclave, tu souffrirais plutôt la mort. Vous voyez les points d'exclamation. Question oratoire. Tu crois donc que l'autre haïtien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? De quel droit as-tu sur lui qu'il n'est pas sur toi? Tout cela, ce sont des questions oratoires pour défendre l'idée que l'Européen et le Tahitien sont égaux par la nature. Vous avez également, vous voyez la comparaison qui rabaisse l'Européen à une brute, hein. Celui qui s'empare d'un autre homme pour en faire un esclave, pardon, pour l'asservir, est une brute lui-même. Vous êtes deux enfants de la nature, tout cela montre l'égalité de droit entre Tahitiens, ou l'égalité naturelle plutôt entre Tahitiens et Européens. Donc ces valeurs de liberté, d'égalité défendues par les philosophes des Lumières sont portées par le Tahitien. Donc c'est une façon d'utiliser la figure du bon sauvage, lui faire porter des valeurs propres aux Lumières. C'est donc le bon sauvage qui donne une leçon d'humanité à cet Européen qui se croit supérieur. Mais bien évidemment, comme chez Montaigne, on a un discours qui est reconstruit. C'est pas ce qu'a dit le Tahitien. Et donc, il porte les marques de la pensée européenne. On a un discours qui est vraiment un discours des Lumières. Et donc, on pourrait critiquer le fait qu'on fasse porter dans une vision ethnocentrée des valeurs et des façons de penser qui en fait sont européennes. Donc ça peut sembler paradoxal, on peut penser que Diderot, comme Montaigne d'ailleurs, défend une autre vision, un autre peuple, mais en même temps, il présente ce peuple à travers sa grille de pensée européenne. Est-ce qu'on peut penser en dehors de notre culture? Enfin, là est la question. Deuxième partie. Rappel de l'accueil fait par les Tahitiens à Bougainville et son équipage. Tu es venu. Nous sommes-nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Là, je pense que tout le monde voit l'accumulation de questions rhétoriques. Évidemment, on répond non à toutes ces questions. Euh, les Tahitiens se sont comportés comme des humains, avec humanité. Ils n'ont pas pillé, pardon, ils n'ont pas tué les Européens. Non. Ils ne les ont pas exploités comme des animaux dans les champs. Donc tout cela, évidemment, ce sont des questions rhétoriques qui montrent l'humanité des Tahitiens et qui en creux sous-entend que les Européens, eux, ont montré cette inhumanité, cette cruauté, cette barbarie, dirait Montaigne. Donc voilà, finalement, on dénonce le comportement des Européens et on peut voir aussi toujours cette notion d'égalité qui est propre aux Lumières, mais qui est aussi héritée de l'humanisme, de Montaigne, avec la métaphore notre image en toi. Et je pense qu'il y a une référence à la rhétorique judéo-chrétienne. On trouve dans la Genèse l'idée que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc,
finalement, on a un retournement d'une valeur chrétienne, d'une valeur catholique, qui est portée bien plus par le tahitien que par les Européens eux-mêmes. Donc, la partie suivante est bien plus longue. C'est vraiment une argumentation très structurée qui refuse de se laisser imposer le mode de vie occidental. Laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger. Lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes, qui manque-t-il à ton avis? Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles commodité de la vie, mais permets à des êtres sensés de s'arrêter lorsqu'ils n'auraient à obtenir de la continuité de leurs pénibles efforts que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler? Quand jouirons-nous? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta contrée t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras. Laisse-nous reposer. Ne nous entête ni de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques. Donc j'ai repris, vous voyez, un code couleur. Je vous mettrai le PowerPoint pour que vous puissiez vous repérer, l'imprimer si vous pouvez le faire. Laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Phrase d'introduction à ce long passage argumentatif. Donc, le Tahitien refuse que Bougainville impose de nouvelles mœurs à son peuple, de nouveaux modes de vie, et cela se voit avec l'impératif laisse-nous, le verbe à la forme négative nous ne voulons pas. Le verbe troquer également peut montrer un certain mépris, ce qui est proposé par les Européens. Les Tahitiens ne veulent pas l'échanger avec eux. Et puis, opposition dans une série d'antithèses qui sont évidemment favorables aux Tahitiens. On a déjà le comparatif plus sage et plus honnête qui est du côté des mœurs tahitiennes, et inutile avec l'adjectif péjoratif inutile lumière qui est du côté des Européens. On rappelle que les lumières, c'est la connaissance et c'est le terme, la métaphore finalement qui est resté pour désigner ce siècle, ce XVIIIe siècle. Donc on a le rejet d'une vision ethnocentrée qui essaierait d'imposer ses valeurs, son mode de vie à d'autres peuplades. Et évidemment que ce que tu appelles ignorance montre justement le refus de cette vision ethnocentrée. La simplicité des Tahitiens n'est pas une ignorance, c'est un choix qui est dictée par une valeur supérieure, celle du repos, qui va être développée ensuite. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger. Lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes? Qui manque-t-il à ton avis? Donc, on développe la sagesse des Tahitiens. Cette sagesse, c'est savoir se contenter de ce qui est nécessaire et refuser le superflu. Et les Européens méprisent cela, méprisent l'apparente simplicité, l'apparent primitivisme de ces peuples qui seraient dépourvus de tout, au nom de leur technologie à eux qui serait plus développée. Et donc là, on voit bien qu'on a une défense du relativisme des valeurs. La technologie, le développement du confort, c'est une valeur, mais ça n'est pas une valeur universelle. Les Tahitiens préfèrent la valeur, eux, du repos. C'est un discours très rhétorique, avec un ton très assertif. La première phrase, tout ce qui nous est nécessaire est bon, nous le possédons. On a des vérités, des présentes vérités générales. On a des questions oratoires. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Qui manque-t-il à ton avis? On a une accumulation doublée d'un parallélisme de construction. Lorsqu'on dit lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger. Lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Donc les besoins des
primaires, hein. Vous connaissez peut-être la pyramide des besoins avec les besoins essentiels et puis ceux qui sont considérés comme moins essentiels. Donc, ces besoins essentiels sont remplis par les Tahitiens, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément le cas pour tout le monde en Europe, hein. Tout le monde ne mange pas à sa faim. Tout le monde n'a pas de quoi se protéger du froid. Donc, au moins chez les Tahitiens, tous les besoins essentiels sont comblés. Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles commodité de la vie. Il s'agit du confort, mais permet à des êtres sensés de s'arrêter lorsqu'ils n'auraient à obtenir de la continuité de leurs pénibles efforts que des biens imaginaires. Les êtres sensés, ce sont les Tahitiens. Ils s'arrêtent à la limite du besoin. Ils ne veulent pas fournir plus d'efforts pour obtenir des biens imaginaires, c'est-à-dire qui, pour eux, sont inutiles. Alors évidemment, il y a une concession qui montre une certaine tolérance des Tahitiens, ou bien une critique un petit peu méprisante aussi, hein, c'est possible. Poursuis jusqu'où tu voudras. Mais évidemment que l'emploi des adjectifs sensés, qui est du côté des Tahitiens, et imaginaire du côté des Européens, euh, permet de formuler une critique de la société occidentale qui apparaît finalement comme folle aux Tahitiens. Cette avidité pour les biens matériels, les commodités de la vie, est présentée comme une folie, et donc la recherche du confort que les Européens voudraient imposer et montrent comme une forme de supériorité est rejetée au nom d'une certaine sagesse par les Tahitiens. Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler? Quand jouirons-nous? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Donc, idée développée qui est assez courante, qu'on retrouve déjà chez les Grecs, cette idée que le désir, contrairement au besoin, n'a pas de limite. Donc, on veut toujours plus, hein. C'est une course folle vers le toujours plus, chose qu'on retrouve dans notre société. Cette idée que finalement nous travaillons pour gagner plus, pour avoir plus de confort et que finalement nous ne pouvons pas en profiter puisque nous sommes tout le temps en train de travailler et nous ne pouvons pas profiter de nos vacances, de repos, voilà. On le retrouve dans notre société actuelle, c'est toujours d'actualité comme débat. Donc, vous retrouvez toute la rhétorique, les questions oratoires, quand jouirons-nous, quand finirons-nous de travailler, qui exprime ce refus de se laisser entraîner dans cette course sans fin. Et puis vous avez aussi le champ lexical de la limite, ce que j'ai mis en gras, franchir l'étroite limite, finirons-nous de travailler. Voilà, donc il y a une forme de tempérance des Tahitiens qui savent se limiter à ce qui est nécessaire, là où il y a de l'excès du côté des Européens. Et tout cela est justifié par une valeur supérieure au confort pour les Tahitiens qui est le repos. Rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta contrée t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras. Laisse-nous reposer. Ne nous entête ni de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques. On a la reprise des impératifs du début de l'argumentation qui se retrouve à la fin de ce passage argumentatif. Va, laisse, ne nous entête pas, avec une construction en parataxe pour insister, hein, qui montre une fermeté de ton du tahitien. Le vocabulaire péjoratif, toujours pour parler du mode de vie occidental, t'agiter, te tourmenter, factice, chimérique. Donc, le travail, qui est une valeur hein, européenne, est considéré comme une agitation inutile, une souffrance qui ne crée que des choses inutiles, chimériques, l'adjectif chimérique répond à l'adjectif imaginaire. L'occidental poursuit des chimères, il n'en retire que de la souffrance, et cela, le tahitien le refuse. Et pour poursuivre son argumentation, vous n'en avez qu'un passage hein, à expliquer puisqu'on est limité à une vingtaine de lignes pour l'oral. Le Tahitien ajoute une preuve de la supériorité de son mode de vie. C'est que la santé des Tahitiens et leurs forces physiques sont supérieures. Il faudrait que je mette un S à supérieur.
Euh, on retrouve ça déjà chez Montaigne. Souvenez-vous, dans les cannibales, ce peuple-là est considéré comme supérieur d'un point de vue physique, d'un point de vue de, de la robustesse, de l'endurance, etc. Regarde ces hommes, vois comme ils sont droits, sains et robustes. Regarde ces femmes, vois comme elles sont droites, saines, fraîches et belles. Prends cet arc, c'est le mien. Appelle à ton aide un, deux, trois, quatre de tes camarades et tâchez de le tendre. Je le tends moi seul. Je laboure la terre, je grimpe la montagne, je perce la forêt, je parcours au milieu de la plaine en moins d'une heure. Tes jeunes compagnons ont eu peine à me suivre et j'ai 90 ans passés. Donc vous voyez que tout le paragraphe s'organise autour d'une série d'antithèses, d'oppositions entre la force des Tahitiens et la faiblesse des Européens. Donc c'est une argumentation par la preuve, un appel à attester, une attestation vraiment par la vue, on a une preuve visuelle de la supériorité physique qui est appelée par les impératifs regarde et vois. Regarde, vois, vois. Et une accumulation évidemment d'adjectifs mélioratifs pour décrire, pardon, je suis encore un peu enrhumée, les Tahitiens, droits, sains, robustes pour les hommes, droites, saines, fraîches et belles pour les femmes. Cette idée de robustesse, on la retrouve déjà chez Montaigne. Prends cet arc, c'est le mien. Appelle à ton aide. Un, 2, 3, 4. Vous voyez l'accumulation de tes camarades et tâchez de le tendre. Donc les Européens, comparés à un vieillard de 97 ans, eh bien, sont plus faibles. Même à 4, ils ne peuvent pas tendre l'arc. Et évidemment, ça rappelle Ulysse dans l'Odyssée qui tue les prétendants avec son arc que personne ne peut tendre, hein. C'est le défi lancé aux prétendants pour avoir le droit d'épouser Pénélope. Voilà. Vous irez voir l'Odyssée si vos souvenirs sont vagues. On continue avec ce ton très assertif qui utilise la parataxe, pas de lien de coordination, de subordination, qui utilise des impératifs. Prends, appelle, tâchez. Le vieillard ne se laisse pas impressionner par Bougainville. Il est très assertif, très impératif, très impérieux avec l'européen. Je le tends, moi seul, qui s'oppose évidemment à 1, 2, 3, 4. Je laboure la terre, je grimpe la montagne, je perce la forêt, je parcours une lieue de la plaine en moins d'une heure. Accumulation de verbes d'action en parataxe pour donner des preuves de sa supériorité physique. Ça, je pense que c'est facile à voir. Tes jeunes compagnons ont eu peine à me suivre et j'ai 90 ans passés. J'ai clos le texte sur cette phrase qui, là encore, repose sur une opposition entre jeunes et 90 ans passés. Les plus jeunes sont en difficulté face à un vieillard et donc tout cela montre et bien évidemment la supériorité physique des Tahitiens. En conclusion, ce discours du Tahitien à Bougainville permet à Diderot, philosophe des Lumières, d'utiliser le motif du bon sauvage, qu'on retrouve déjà chez Montaigne, pour critiquer la société occidentale. Donc, comment s'y prend-il? Eh bien, il montre la sagesse des Tahitiens, sagesse parce qu'ils savent se contenter du nécessaire. Ils font preuve d'une plus grande humanité que les Européens. Ils mettent en pratique l'égalité prônée par les Lumières. Et cela s'oppose à la folie des Européens, qui, eux, au contraire, peuvent se montrer cruels et barbares, qui sont entraînés dans une course sans fin pour combler leur désir de confort. Donc vous voyez que pour répondre par exemple à votre dissertation, vous pourriez mettre tout cela dans le moyen de la comparaison. Vous avez une question comment appelle le développement de moyens. Et dans ces moyens, eh bien, il y a la comparaison entre les Tahitiens et les Européens. Comparaison sur le mode de vie, comparaison physique. Dans ces moyens, il y a aussi le discours, la parole qui est donnée aux Tahitiens. Mais ce qu'on peut dire sur ce discours, c'est que finalement, c'est un discours d'un Européen. Tout cela est aussi un petit peu factice, un petit peu artificiel. Certes, on donne la parole aux Tahitiens, un petit peu comme Montaigne donnait la parole aux trois Brésiliens qui étaient à Rouen, mais c'est dans une rhétorique très européenne. Est-ce que vraiment le tahitien s'exprime comme cela? On voit bien que c'est une façon un peu biaisée de retranscrire
des paroles à travers le prisme de la pensée occidentale, à travers sa façon de s'exprimer, sa rhétorique très occidentale qui est héritée, je vous le rappelle, des Grecs et des Romains. Voilà, vous aurez un petit texte à trous comme seul travail pour que ce soit un petit peu plus court, mais pour quand même essayer de fixer ces connaissances qui, je le rappelle, sont à apprendre pour votre oral de bac. Au revoir.